Merci d'avoir retenu ce thème du croisement entre la cybersécurité et l'intelligence artificielle. On en entend tous les jours, hein, ces sujets de croisement entre ces deux technologies thématiques. Une technologie et un ensemble de mesures. Euh, Vous avez sans doute entendu parler de la dernière fraude au président à plus de 20 millions par l'utilisation, la manipulation, hein, d'une voix, celle du président justement. Vous avez peut-être lu, c'était hier ou avant-hier, la révélation par Viginum d'un réseau de désinformation russe, hein, 193 je crois, sites d'information. Portal Combat, par référence au jeu vidéo Mortal Kombat, donc intéressant comme parallèle. Un hôpital aussi, là, dans le nord de la France, dont les urgences ont été fermées du fait d'une cyberattaque. Donc voilà, le croisement, on va dire, est suffisamment anxiogène dans la presse et on n'a pas de difficulté à imaginer le risque de l'utilisation de l'intelligence artificielle, le risque que peut faire porter sur la sécurité en général l'intelligence artificielle. Alors, pour décrire un petit peu le cadre juridique, le cadre européen, je ne suis pas spécialiste du cadre américain, mais en tout cas pour décrire le cadre européen, on a plusieurs textes qui se croisent ici. On a évidemment la directive Nice 2, qui, vous le savez, est en cours de transposition avec l'ANSSI qui réfléchit à ce projet de transposition et qui a révélé que parmi les défis de cette transposition, il y avait l'IA générative. Donc on voit ici ce croisement entre la cybersécurité et l'IA générative, l'IA en général sans aucun doute, qui est révélé, y compris par l'ANSSI. Deuxième, sans doute, bloc normatif, le RGPD, mais nécessairement, il y a un lien très fort, puisque les cyberattaques concernent quand même régulièrement des données à caractère personnel. Et puis, le dernier cadre, et c'est sans doute pour celui-là que je suis ici, puisque je travaille sur la stratégie française en matière d'intelligence artificielle, l'Union européenne s'est dotée d'un cadre général, d'un cadre transversal de régulation de l'intelligence artificielle avec l'Artificial Intelligence Act, qui n'est pas encore définitivement adopté, mais vous savez sans doute que les commissions LIBE et IMCO ont voté de manière très écrasante, favorablement, hein, pour ce texte. Et donc, on attend une adoption en plénière du Parlement pour la mi-avril. Et les États membres ont également voté, hein, en Coreper à l'unanimité pour ce texte. Donc, on va avoir en Europe une régulation de l'intelligence artificielle avec laquelle, eh bien, il va falloir œuvrer et avec laquelle nos alliés américains devront aussi œuvrer, puisque nous mettons en place des règles, comme on sait le faire en Europe, qui sont extraterritoriales, puisqu'on impose nos règles à l'entrée sur le marché européen. Hein. Donc, alors, quelles sont ces règles qui vont s'appliquer en matière d'intelligence artificielle? On a une approche par les risques, hein, dans l'Artificial Intelligence Act, avec lorsque le risque est vraiment minime, et bien, lorsqu'il n'y a pas vraiment de risque, le droit positif, le droit qui s'applique déjà, et puis peut-être des codes volontaires également, hein, des engagements volontaires. À l'étage au-dessus, on a comme une pyramide, hein, des risques. À l'étage au-dessus, il y a une obligation d'information. Lorsque le risque est élevé, là, on va avoir une grosse mise en conformité et une certification. Et puis, si le risque est inacceptable, on interdit l'usage au sein de l'Union européenne. Donc, cette approche par les risques, l'entrée en vigueur se fera de manière progressive. Hein. On a des 6 mois, des 2 ans, des 1 an, 2 ans, entre les deux. Donc ce sera de manière progressive et ça va exiger une très grosse mise en conformité, hein, de la part des déployeurs, de la part des utilisateurs également d'intelligence artificielle.
Cette approche par les risques, elle a été complétée, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle l'ANSSI s'intéresse à l'IA générative, elle a été complétée en cours de discussion de l'AI Act par des règles spécifiques à l'IA générative qui, vous le savez, posent beaucoup de questions aujourd'hui. Alors d'abord parce qu'il y a des procès aux États-Unis qui sont assez retentissants, et le dernier en date, le New York Times, a fait grand bruit dans la presse. Mais aussi parce que l'IA générative est déliée en quelque sorte des usages. Sa dangerosité, le risque qu'elle présente est complètement délié de l'usage. Et qu'en considération de cela, eh bien, il a été décidé à un certain seuil de calcul qu'on peut critiquer ou qu'on peut admettre, eh bien, de présumer que le risque présenté serait systémique et donc engagerait à nouveau dans une mise en conformité, dans des obligations supplémentaires. Donc ce cadre juridique qui a été construit, dans ce cadre juridique construit au niveau européen, la sécurité évidemment est un enjeu très fort. Certains trouvent qu'il a été pris en compte, d'autres trouvent que les droits fondamentaux ont été un petit peu oubliés justement parfois sur l'autel de la sécurité. C'est pas le lieu sans doute pour en parler, mais c'est vrai que, vous le savez peut-être, parmi les usages qui sont considérés comme dangereux, il y a la reconnaissance faciale dans l'espace public, et eh bien, la sécurité constitue désormais une exception pour les forces de l'ordre. C'est vrai que ça a été très discuté dans le cadre dans les discussions entre les États. Alors, une fois posé ce cadre, quel lien? On le voit, on a des blocs de texte qui se renvoient un petit peu les uns aux autres, qui finalement empiètent en quelque sorte les uns sur les autres. Quel équilibre on peut trouver? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut assurer la cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle? Comment on fait d'ailleurs pour assurer la cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle augmente le risque, diminue le risque? Est-ce que c'est une arme, ou au contraire, est-ce que c'est un moyen de défense? Est-ce qu'il y a de nouveaux types d'attaques du fait du déploiement de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des milliards de questions, et je ne vais pas toutes vous les donner, parce qu'on vous aurez plusieurs tours de table si vous le souhaitez. Mais il y a une des discussions, c'est est-ce que l'open source est un risque supplémentaire ou pas? Voilà. Ou alors, au contraire, est-ce que c'est une chance qui nous permettra de lutter plus efficacement contre les cyberattaques? Est-ce que, etc., etc. Vous voyez, j'ai plein de questions à vous poser. Et alors, justement, pour répondre, nous allons avoir, alors dans l'ordre, je ne fais pas du tout de manière, Maître Adrien Badevant, qui est avocat et également membre du Conseil national du numérique. Merci Adrien d'être là. Nous avons également M. Éric Brier, qui est directeur technique cyberdéfense solutions de Thales. Merci beaucoup pour votre présence. M. François Matins, vice-président affaires publiques de 22. C'est 22, oui. C'est vrai. Mais oui, 22, vous m'avez dit en plus, c'est plutôt 22, ok. Et Monsieur Charles Snyder, Head of Security Policy at Google. Thank you very much for... Nice to meet you. Alors on peut, si vous voulez, commencer, et peut-être commencer par un premier tour de table. Peut-être une question au départ un peu générale. Comment vous voyez l'équilibre entre la lutte contre les attaques cyber, entre l'innovation nécessaire pour assurer la cybersécurité et la régulation qui entoure à la fois la cybersécurité, mais aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle? Quel équilibre? C'est vrai qu'on entend parfois, assez souvent d'ailleurs dans le discours, cette opposition à laquelle, je vous le dis, je n'adhère pas, mais peut-être qu'on me démontrera le contraire, cette opposition entre innovation et régulation. Comment on fait pour atteindre l'équilibre? Alors je ne sais pas, qui veut commencer? C'est comme vous le voulez. Peut-être l'avocat? Adrien, merci.
Merci. Je pense que c'est très important de revenir sur des éléments de définition. Je ne vais pas en parler de manière théorique. Je pense qu'il y aura beaucoup de thèses et de papiers de recherche qui seront écrits à ces sujets. Mais les définitions restent tout de même importantes parce que tous ces termes dont on parle, intelligence artificielle, cybersécurité ou d'autres, lorsqu'ils sont définis juridiquement, que ce soit dans le règlement européen, l'AI Act, que ce soit dans des projets de loi américaines comme le Foundation Model, Transparency Act, tous ces textes-là, une fois qu'ils définissent des termes, ils associent des régimes juridiques à ces termes. Et donc il faut bien savoir de quoi on parle. Et lorsqu'on parle de cybersécurité aussi, il y a des termes à distinguer. Il faut très certainement distinguer ce qui relève de la sécurité, ce qui peut être davantage relatif aux infrastructures, d'une certaine manière, si je devais simplifier, et de ce qui relève de la sûreté, en anglais safety. Et ce ne sont pas exactement les mêmes enjeux non plus qui se jouent là-dedans. Mais encore une fois, tous ces termes-là, ils vont être définis dans des textes. Et donc c'est intéressant parce que l'intelligence artificielle, vous savez que c'est un terme marketing. Il y a des grands chercheurs, il y a des grands ingénieurs comme l'inventeur de Siri, Luc Julia, qui écrivent même des livres qui disent que l'intelligence artificielle n'existe pas. Et donc ce terme qui n'existe pas est pourtant une qualification juridique qui va avoir des conséquences pratiques sur nous tous en tant qu'organisation publique-privée, en tant qu'utilisateurs. Donc, sans être trop long, parce que vous savez que les avocats parlent toujours trop longtemps, je donnerai juste quelques ensembles et sous-ensembles pour qu'on les ait bien à l'esprit. L'intelligence artificielle, il faut déjà distinguer ce qui relève des modèles, des AI modèles, des AI systems. Le modèle, c'est typiquement la première brique sur laquelle vous allez pouvoir, par exemple, entraîner votre machine learning. Si on parle dans des termes plus spécifiques, toutes les intelligences artificielles ne sont pas du machine learning, mais la plupart sont quand même des processus d'apprentissage automatique. Et ces briques-là, ces modèles-là, après peuvent être intégrés dans des applications ou dans d'autres formes de produits, de services, et ça en devient des systèmes. Et vous comprenez bien du coup que les obligations ne sont pas les mêmes pour les personnes qui développent les modèles que pour les personnes qui intègrent ces modèles dans des systèmes auxquels chacun d'entre nous peut avoir accès. Et c'est très important, et d'un point de vue d'avocat, pour moi, c'est très important de ne pas parler que de droit. On doit revenir pour tous ces sujets sur une lecture qui est pluridisciplinaire, à la fois avec la chaîne de valeur économique, la compréhension technique, et bien comprendre de quels éléments on parle. Donc pour moi, dans l'intelligence artificielle, le premier message que je voudrais vraiment faire passer, c'est de bien distinguer la chaîne de valeur et de distinguer les modèles des systèmes. Et pourquoi c'est d'autant plus important aujourd'hui, c'est dans une table ronde où on a deux très beaux drapeaux, c'est qu'il y a des textes qui vont vous parler dans l'IA générative, qui est un sous-ensemble de cette intelligence artificielle, qui sont des modèles qui sont entraînés sur de larges volumes de billion of parameters de données sous forme de self-supervision, donc c'est une certaine façon d'entraîner le processus d'apprentissage automatique, et qui sont utilisés à des fins qui ne sont pas prédéterminées. En Europe, pendant longtemps, on a pensé qu'on allait définir ça dans le règlement européen. Je vous donne un exemple très précis sur les qualifications juridiques et pourquoi ça a une importance. On pensait qu'on allait définir ça comme des foundation models. C'est un terme qui vient de Stanford, assez récent, de 2022, pour décrire ces modèles-là. Puis finalement, on a décrit ces modèles comme des IA qui sont à usage général. General Purpose AI Model, avec une distinction avec General AI System. Et il y a cette distinction dans le texte. Et elle est très importante, parce que les obligations qui vont incomber aux différentes organisations vont être différentes en fonction du fait que vous développez un modèle ou un système. Et donc demain, quand vous avez un texte américain qui peut s'appeler Foundation Model, Transparency Act ou n'importe quel intitulé, il faudra bien se rendre compte des termes qu'on utilise, parce que entre ces termes qui sont à la fois marketing, technologique ou économique, à la fois il y a une qualification juridique qui s'applique. Donc le premier takeaway, c'est dans les AI, il faut distinguer les modèles des systèmes. Et le deuxième, c'est que quand on va parler de tous ces enjeux, et je laisserai mes voisins de table en illustrer peut-être certaines applications, je dirais que pour la cybersécurité, il y aura des enjeux de safety et de security qui seront très distincts, qu'il faut bien comprendre la différence entre un modèle qui a été entraîné pour détecter certains patterns, que ce soit dans le domaine de la santé pour détecter certaines maladies, que ce soit dans le transport, sur la route pour détecter un camion, et qui peuvent en fait ne pas détecter l'occurrence de l'événement. C'est plus un problème de safety. La sécurité, c'est par exemple, vous faites une attaque sur ce modèle,
vous injectez des données dedans et ça le dévie dans la façon dont il peut reconnaître quelque chose, ou vous faites une attaque sur les infrastructures même. On comprend bien que tous ces sujets-là, qui vont aussi être définis dans la loi, se posent différemment pour la generative AI que pour d'autres systèmes d'IA. Et donc, je pense que mes voisins pourront certainement compléter ces challenges ou en illustrer certains, mais je pense que c'est bien important d'avoir ces différents ensembles et sous-ensembles en tête pour ne pas mélanger non plus tous les sujets qui sont assez distants. Oui, ça me semble très très important de remettre le vocabulaire. On a le juriste qui parle d'une qualification dépend un régime et donc on doit faire la bonne qualification. Je trouve très intéressant ce balancement entre security et safety. What is first? Is it first security or first safety, Charlie? What do you think about that? About the distinction between safety and security? Yeah, the distinction and what is the priority? Well, I think they're both priorities. I think we have to do both. I don't think we have the luxury of being able to decide. I think we have better tools starting out for security to build on. We have decades of experience in building secure and reliable systems. And just how we see the difference is security is you are protecting a system from external hazards, people, threat actors that want to undermine the properties of your system, whether that's, typically in cybersecurity, you'd say you're trying to protect confidentiality, integrity, availability. Safety to us is more the output, where you're not necessarily trying to protect the system from external actors. The system itself can be misused or to produce content that can be harmful to society. It's a very different problem. Security problems tend to be a lot more technical in nature, a lot more black and white, we would say. You're either hacked or you're not. Whereas safety can be much more subjective based on the values and political context of the society. In my role at Google, we tend to focus more on security, and it tends to be a little more straightforward, but there's still challenges. Just to briefly answer the opening question, first, I think we need to recognize that machine learning and AI has been used both by attackers, by hackers, and defenders for a long time. I think we introduced machine learning into Gmail's spam filters in 2011. What's new to us that is fundamentally different is these foundation models that essentially what is really new is we put them directly facing the consumer through a user interface, and a person, consumer or enterprise, can directly interact in a conversational mode with these models in a way that I think is newer and introduces new threats and new risks. And then the other difference is people can start to use these, you hear the term like generally capable models. They're capable of doing various things. And so we're seeing it's not just the chatbot. It is tasking a chatbot to then go perform some other action on the internet. Make a web request, write a piece of code, things like that. That is introducing new risks. On the whole, though, it is true that attackers are going to use these systems to carry out their objectives, and it is true that defenders are going to integrate these technologies for defense. We are long-term optimistic that AI technologies will be a net positive for cybersecurity. And the reason I say that is when you look at the root cause of cyber risk in our ecosystem today, I would argue probably every single breach in history comes down to a human's inability to understand and grapple with the complexity of our technology environment. Software grows more complex, code bases are growing exponentially, and the internet is more complex. And so whether it's a developer unintentionally introducing a vulnerability into code, or a system administrator misconfiguring a device, or a user clicking an email and they didn't understand the consequences. Technology has grown too complex for humans, and AI's ability to
rapidly and at scale learn from vast data sets and reason about it can really help defenders in a way that I think will be long-term positive. And then the last thing I would say on the governance approach is that because of that, we really need to find a balance. We do not want to create a situation where the only people that are allowed to innovate and use AI are attackers. And for defenders, it is just too hard to get that technology into their hands. I think we need to first recognize it's already in the hands of every organization on the planet. They're all using ML and AI to various extents. And because attackers are starting to experiment, it's really vital that we enable innovation in the defensive space as well. Thank you very much. Une petite question peut-être supplémentaire. Comment c'est appréhendé aux États-Unis, l'executive order aux États-Unis? Pourquoi un executive order pour l'intelligence artificielle? Yeah. I think for United States, yeah. Yes. So why an executive order? Well, we're an industry participant in the United States and globally, so I think ultimately the question's probably best posed for the U.S. government. But I would suggest that in the U.S. Political system, the executive branch, the White House, wanted to take a look at, and the way executive orders work is they look at the existing authorities that, whether it's the president or different agencies, the Defense Department, the Commerce Department, existing authorities that they have, and apply them to this emerging challenge of artificial intelligence. And I think in general, when you see executive orders in the United States, it tends to be the fastest route to governance. Passing legislative measures tends to take a lot more time and requires a lot more compromise and things of that nature. So I think that's the direct answer of why they did it. I think why they want to create new governance approaches to this technology is for, I think you already covered it very well in the EU context, which is there is enormous opportunity here, but there's a lot that we don't feel we understand about the technology. There are concerns about societal impacts, both from the existing technology, the state of the art today, which can introduce concerns about bias and toxicity, as well as what we call more emergent capabilities, the potential that large language models can start to do things that we don't understand and can unlock kind of new risks that we need to account for. And I think that's why they wanted to take rapid action. Okay, thank you very much, Charlie. Peut-être, Eric, peut-être vous pourriez nous parler un petit peu des points de rencontre entre l'IA et la cyber et peut-être nous illustrer les différents types d'attaques qu'on pourrait répertorier et en lien avec l'intelligence artificielle. Tout à fait. Je vais repartir de votre question sur, oui, vous avez le droit. Sur le fait que l'IA amène ou pas de nouveaux risques. Je pense que la réponse est clairement oui, parce que l'IA, dans un premier temps, est un système qui doit apprendre, et devant apprendre, elle va nécessiter de grandes quantités, souvent, de données. Et on est déjà dans un monde où la digitalisation est importante. L'IA ne fera qu'amplifier ce phénomène. Donc on a déjà un risque sur les données qui servent à entraîner l'IA. Le deuxième point, et ça a été souligné, c'est qu'avec les agents conversationnels, l'IA va être à la portée, va être utilisable par des gens qui ne sont pas des spécialistes de l'informatique, par des gens qui sont encore moins des spécialistes de la cyber. Donc on va mettre face à un outil puissant mais risqué, des gens qui n'ont pas le bon niveau de formation. Le troisième élément, c'est que, j'y reviendrai ensuite pour répondre à la question précise, c'est que l'IA a des chemins d'attaque qui lui sont bien spécifiques. On va en lister quelques-uns. L'IA est un système un petit peu black box, ou en tout cas bien trop complexe pour qu'un esprit humain puisse avoir en tête les milliards de paramètres des gros modèles. Ce qui fait que la réponse qui nous arrive n'est pas quelque chose qu'on peut
prédire comme on pouvait le faire dans l'informatique des années 80 avec un programme qu'on a écrit, on sait ce qu'il fait. Donc, l'IA, si elle est auto-apprenante, la façon dont les utilisateurs vont l'utiliser, vont la faire évoluer. Alors, l'idée est bonne, puisqu'elle va s'améliorer de par son utilisation. Mais ça ouvre la porte à des utilisateurs malveillants qui vont petit à petit, par exemple dans la cyber, amener une IA à considérer comme complètement normale une activité qui est en fait une activité frauduleuse. Une deuxième attaque de l'IA, c'est tout ce qu'on peut voir, même dans la presse grand public, qui est des façons très subtiles de soumettre à l'IA, des données qui, même pour nous humains, sont manifestement d'un type et qui peuvent tromper l'IA. Dit comme ça paraît pas très grave, mais on peut voir des choses assez inquiétantes. Le fait de mettre quelques petits stickers sur un panneau stop qui fait que l'IA des voitures ne le reconnaît pas comme tel. Bon, je vous laisse imaginer la suite, c'est pas la peine de se faire peur exprès. On parlait d'IA dans le domaine de la sécurité. On prend la sécurité de lieux comme des aéroports. Il y a des façons de s'habiller avec des t-shirts très bizarres, avec des patchwork, qui fait que l'IA ne considère absolument pas qu'il y a quelqu'un. Dans le domaine de la défense, on peut avoir intérêt et confier à des IA le fait de reconnaître une ambulance et si possible ne pas tirer dessus, d'un char qui peut devenir une cible. Il y a des façons très subtiles de modifier l'image ou de modifier le décor de ces objets pour qu'ils soient reconnus l'un. Un char comme une ambulance comme un char. Donc une IA, ça se trompe. Je vais donner encore un autre exemple. On parlait de données et de l'importance de protéger les données personnelles en particulier. Une image complètement fausse qu'on a de l'IA, c'est qu'on l'entraîne avec des données, parfois personnelles. Tout ça est mélangé dans ce blob, dans cette black box, et on se dit, c'est pas grave. Si on a utilisé mon visage pour entraîner une IA à reconnaître un visage, il est noyé avec des millions d'autres visages et on ne peut pas le retrouver. Et bien, la recherche a montré que c'est faux. C'est-à-dire, on ne peut pas obtenir l'image parfaite et précise, mais on peut inférer à l'envers, reverse engineer les modèles pour retrouver les images des personnes. Donc, je vais pas vous assommer avec une liste exhaustive, j'en serais d'ailleurs incapable, mais ce qu'on voit, c'est que l'IA amène de nouvelles menaces. Donc, il est important d'avoir un ensemble de textes qui encadrent, qui réglementent son utilisation. Je vais parler plutôt du côté industriel. Je ne considère pas que c'est une sorte de fatum et de se dire c'est une catastrophe. De toute façon, la boîte de Pandore est ouverte. Donc, le rôle des industriels, c'est d'amener des solutions. Et la bonne nouvelle, quelque part, c'est que, et d'ailleurs on peut remercier nos alliés américains pour ça, le NIST a donné un framework sur la façon de cybersécuriser des systèmes, et même si les attaques sont nouvelles, eh ben, ce framework s'applique. Alors, en très résumé, quel est-il ? Ça commence par assesser son exposure, ses risques. Il faudra juste, avec les guillemets qui s'imposent, adapter cet assessment, la mesure des risques, à l'aune de ces menaces spécifiques dont j'ai listé une partie. Ensuite, il s'agit de protéger, il s'agit de détecter et de répondre. Et tout ça, je suis convaincu que le rôle des industriels est d'adapter et aussi rapidement que l'IA va devenir pervasive dans nos systèmes, amener les offres adéquates pour accompagner les clients qui soient des prestataires de services vitaux, des administrations ou d'autres entreprises privées. Merci, peut-être Eric, du coup. François, du coup. François. Alors 23, Eric, ça... Oh non. Je te taquine. Alors qu'on s'est parlé quand même. C'est vrai. Non, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, donc 22, nous on est leader français de la computer vision, donc en gros pour faire simple, la vidéo intelligente pour caricaturer. Et par rapport à ce qui a été dit, c'est vrai que
clairement, aujourd'hui, ce qui se passe avec l'IA et la vitesse où ça va, et lié aux enjeux de cyber, ça pousse à l'humilité, encore plus que ce qu'il y a déjà dans les matières dans lesquelles on est, et un énorme pragmatisme. Et c'est là où on commence à perdre du monde quand on parle du mot pragmatisme, surtout quand on parle parfois sur le côté régulation et réglementation. Et ça a été évoqué tout à l'heure par mon collègue Gauthier, c'est qu'il y a une énorme distorsion qui est grandissante aujourd'hui entre l'utilisateur où on donne accès à quasi n'importe qui à utiliser une puissance technologique qui permet de faire des choses incroyables et à une technicité qui fait qu'il y a il y a de moins en moins de gens qui vont comprendre comment fonctionne le système qu'on utilise. Et c'est là où on voit que l'écart se creuse énormément entre l'utilisateur final qui, n'importe qui, pourra faire des choses, coder alors qu'il ne sait pas coder, faire du montage vidéo alors qu'il ne sait pas faire montage vidéo, etc. Et les gens qui auront la compréhension de savoir comment ça fonctionne derrière vont devenir de plus en plus pointus. Et ça, c'est assez flippant, si vous me permettez l'expression, de voir ce décalage énorme. Et vous rajoutez à ça, les gens qui doivent théoriquement légiférer là-dessus et réguler ont clairement un manque de compétences sur le domaine. Des compétences techniques, et ça se voit à l'aune des cursus des gens, et moi je vous dis, en tant que VP Public Affairs, je suis confronté à des gens où je dois leur expliquer des choses complexes, que même moi, alors que je mets les mains dans le cambouis un peu, j'ai du mal à comprendre, alors que c'est mon métier, donc il faut que je le transcrive à des gens qui doivent le mettre sous forme de loi, qui ensuite derrière le mettent sous forme de décret, et qui doivent ensuite les mettre en œuvre. Donc vous imaginez les strates où on perd un peu de monde quand même entre tout ça. Et au-delà de la compétence, parce que heureusement il y en a quand même quelques-uns qui sont compétents, en tout cas qui prennent le temps de rester en pied là-dessus, vous avez une temporalité pour légiférer et créer la loi qui est totalement en décalage avec la vitesse. Et on l'a vu avec la React, c'est-à-dire au moment où il y a eu les premières discussions, les LLM et les IA génératifs sont arrivés, du coup ça a mis un peu en panique tout le monde en disant vite, il faut rattraper. Et là on le voit en France, c'est que la temporalité politique fait que, et je le vois pour discuter avec beaucoup de parlementaires ou même dans les administrations, il y a vraiment la peur de se dire mais au moment où je vais commencer à travailler là-dessus, avec les moyens que j'aurai et la temporalité que j'aurai, comment je sais que la technologie, elle va pas déjà être dépassée et ma loi, elle va déjà être obsolète? Mais je lui dis, mais ta loi, elle va être obsolète. En fait, c'est simple. C'est derrière comment on se donne une marge de manœuvre. Et c'est là où, pour la peine, mes camarades américains sont assez pragmatiques là-dessus. C'est qu'ils arrivent plutôt bien, parce qu'il y a aussi une logique économique et une logique entrepreneuriale qui est peut-être un peu plus ancrée aussi dans le système politique, de se dire il faut légiférer, il faut réguler, c'est important, parce qu'il ne faut pas que ça soit le Far West, même si c'est vous qui avez inventé le Far West, et bravo. Mais l'idée, c'est de comment on arrive quand même à réguler de manière intelligente sans que ça empêche. Et ça, nous, on le voit en tant qu'entreprise française qui est quand même dans une logique de scale-up et qui a l'ambition de conquérir des marchés internationaux. La régulation ou la non-régulation française aujourd'hui sur l'IA est un vrai frein entrepreneurial quand on veut aller conquérir certains marchés, parce que ça nous freine et il y a une crainte globale sur ces technologies-là. Et une des réponses qu'on essaie d'apporter, et ça on pourrait y revenir peut-être après, c'est que plutôt que d'attendre les régulateurs ou le législateur, c'est que nous on se met dans une logique de secure by design et ethic by design pour montrer que le monde de l'entrepreneuriat et les acteurs qui fabriquent ces IA ont déjà une responsabilité à leur niveau et qui ne sont pas uniquement dans l'attente, voire la contrainte du régulateur, mais c'est-à-dire même nous, on doit s'imposer une responsabilité pour montrer le chemin et dire, voyez, vous le régulateur, on va co-construire ensemble cette future loi, cette future législation, pour vous aider à monter en puissance. Mais là aussi, il y a un deuxième gap culturel où le monde de l'entrepreneuriat est très lié au monde du politique, on va dire dans le monde anglo-saxon, là où en France, il y a une dichotomie qui est assez forte, voire une suspicion parfois sur certains domaines. Et donc c'est là où nous, et moi c'est mon métier au quotidien, de faire de la pédagogie pour expliquer que l'un n'est pas le bon, le méchant, et que c'est pas noir ou blanc, c'est une nuance de gris, qui fait que sur l'IA, il faut être pragmatique, il faut travailler dans le même sens, et c'est un combat du quotidien, mais on a des petites victoires, on ne les gagne pas toujours, et encore une fois, ça va à une telle vitesse qu'il faut qu'on reste très pragmatique et très humble, et encore une fois, nous on est les premiers chez 22 de dire il faut une loi qui encadre l'usage de l'IA, et c'est important, juste il faut que ça soit une loi intelligente et évolutive, qui puisse s'adapter aux nouvelles technologies, et qu'on puisse aider la France à avoir des belles réussites comme futur Google.
Il y a aussi peut-être autre chose. Alors aux États-Unis, ils ont cette oui, c'est cette faveur pour l'économie qui fait que voilà, on porte des valeurs économiques de manière très forte. Et puis il y a aussi une culture aux États-Unis, une culture de la régulation douce, j'ai envie de dire, c'est-à-dire une culture de l'engagement des entreprises dans la régulation sans ordre législatif nécessairement. Je lisais ce matin l'engagement de la plupart des grands acteurs du numérique. Alors évidemment, il y en a toujours un ou deux qui sont de côté, on sait lesquels, mais contre la désinformation et notamment dans le cadre des campagnes électorales qui s'annoncent. Et donc on voit bien que c'est différent. Alors c'est aussi parce que nous, l'Union européenne, on est 27 États membres et que du coup, ça change un peu la donne. Mais il y a aussi, je trouve, cette culture de l'engagement aux États-Unis qui ressemble finalement à ce que vous décriviez aussi, hein, François, cette éthique by design, c'est-à-dire s'auto-réguler soi-même, proposer des solutions qu'on pense éthiques et qu'on pense voilà, pouvoir. Peut-être vous pouvez nous donner un exemple de solution éthique by design. Ouais, et pour rebondir sur ce dire, c'est toujours facile d'imposer sa vision quand on est le plus fort. Et donc forcément, quand il y a certains Américains qui ne sont pas l'État, mais qui disent bah, « moi je vais faire comme ça », quand vous êtes le leader mondial et vous imposez vos logiques de guidelines, bah, de facto, en fait, elles vont s'imposer à tout l'écosystème qu'il y a derrière, même si vous n'êtes pas toujours d'accord. Bon voilà, c'était juste pour ouvrir cette parenthèse. Et pour le côté ethic by design, nous, c'est une stratégie qu'on a mis chez 22, et c'est souvent lié à l'histoire de la boîte. Et en 30 secondes, c'est que William Eldin, qui a créé 22, avant, il avait créé Coyote. Je pense que vous connaissez tous les avertisseurs de radar. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment rouler vite, donc les gens connaissent. Et William, il avait été traumatisé à l'époque quand il avait créé Coyote, quand en 2011, Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, avait interdit du jour au lendemain les avertisseurs de radar en disant bah non, c'est illégal. Et donc du coup, l'ensemble de sa boîte qui faisait plusieurs dizaines de millions de chiffre d'affaires, on lui a dit bah t'as plus le droit. Et donc ça l'avait vraiment traumatisé. Et encore une fois, il n'était pas dans l'illégalité, c'est juste qu'il n'y avait pas de droit qui régissait l'utilisation. Et donc quand il a créé 22 en 2015, il a dit moi je veux tout de suite être carré avec la règle et co-construire avec l'État la règle pour jamais qu'on me mette en porte-à-faux, parce que je suis pas un voyou, je suis là pour faire avancer le système, je suis là pour créer une aventure entrepreneuriale et je suis pas là pour m'opposer avec le pays dans lequel je me développe et qui m'a permis de faire ce que je suis aujourd'hui. Et donc c'est comme ça qu'il y a une logique de se dire à la fois d'accompagner le législateur et d'avoir une logique éthique. Le problème du mot éthique, c'est que qu'est-ce que l'éthique? Et là, 4 heures, je vous écoute, on reprend la copie à la fin. Mais personne ici dans la salle n'a la même éthique, et encore moins quand vous mettez à l'échelle d'un pays ou d'une aire géographique. Et c'est là où c'est très compliqué. Donc on essaie de se retrouver, et ça je sais qu'Adrien aussi travaille beaucoup là-dessus, on parle plutôt de confiance aussi, c'est un terme qu'on voit revenir sur les sujets d'IA. Mais nous, en gardant ce terme éthique, on a essayé de le faire encore une fois de manière le plus pragmatique. Je vous prends l'exemple, c'est qu'aujourd'hui, dans nos modèles, comment on entraîne nos algorithmes, on détecte sur la voie publique ou dans les lieux privés des personnes. Nous, la manière dont on... Alors évidemment, pas de biométrie, pas de reconnaissance faciale, bon ça, on va dire, c'est déjà légalement, on le fait. Et en plus de ça, dans la manière dont on a construit nos algorithmes, l'humain chez nous est une catégorie d'objets. C'est-à-dire que notre algorithme, il voit que en fait, un humain, c'est un carton qui a une forme qui lui donne une catégorie humain. Donc on ne peut pas le détourner et biaiser son usage pour lui rajouter des critères biométriques qui pourraient que ça pourrait être soit contre les libertés publiques ou soit contre la loi tout court. On rajoute à ça, donc au-delà de la construction de nos algorithmes, on a rajouté à ça qu'on s'est mis un organe de gouvernance qui est un comité éthique qui se réunit tous les 3 mois, où il y a des gens de l'interne, avec des gens qui sont business, donc eux, vous doutez bien, ils veulent vendre le plus possible, des gens de la tech, qui eux sont plutôt conservateurs en général sur ces sujets-là, et on invite toujours dans notre comité éthique des gens extérieurs, des philosophes de l'IA, des sociologues sur certains sujets de société, également aussi même des associations qui nous adorent beaucoup dans la presse, et on les associe quand même à nos réflexions, et il y a des débats. Et je vous donne 2 exemples très concrets et très simples. C'est qu'il y a quelques années, il y a une ville qui nous avait demandé de détecter des personnes au sol. On a dit,
super, arrêt cardiaque, bagarre, problématique, enfin voilà, tout ce qui peut être lié à ça. Donc dans une logique vertueuse, donc on a commencé à développer les algorithmes pour détecter les personnes au sol. Et là, lors d'un comité éthique, un de nos techs nous dit ouais, mais moi ça me dérange éthiquement parlant. Je dis, mais quoi, enfin, on va détecter des gens qu'on pourra sauver plus vite, alerter les secours. Et là, il a dit ouais, mais cet usage peut être détourné pour détecter des personnes sans domicile fixe sur lesquelles on pourrait, dans une logique de politique de la ville, les enlever et nettoyer la ville, quoi, entre guillemets. Et ça, c'est vrai que c'est une question qu'on ne s'était pas posée a priori. Donc du coup, on a réorienté notre roadmap technique pour non plus détecter des personnes à l'horizontale, je caricature un peu, mais détecter des dynamiques de chute. Du coup, ce qui permettait non plus de caractériser une certaine catégorie de personnes qui sera allongée, bon, soit qui est SDF ou qui fait une sieste, bon, ça c'est un autre sujet, mais être sûr que la détection caractérisait une fulgurance dans la chute et donc potentiellement quelqu'un qui avait un problème. Et donc ça, c'est simple, hein, ça nous a coûté 400 000 € de réorienter notre roadmap avec tous les ingénieurs qui ont dû rebosser dessus. Ça a reculé de 6 mois une partie de notre roadmap. Pour des raisons éthiques, on a fait ce choix-là. Et ce qui n'est pas, encore une fois, incompatible avec une logique business, mais il faut avoir conscience aussi que vouloir être vertueux dans ce domaine-là, et encore on est très fiers de l'être, d'être éthique, ça coûte de l'argent, et aujourd'hui, encore maintenant, n'est pas forcément un avantage concurrentiel face à d'autres entreprises qui soit vont beaucoup de com autour de ça, et tant mieux pour eux, nous aussi on en fait un peu, hein, évidemment, mais quand on a certains clients, c'est en train de devenir, et je prends un exemple parce que je vois au ministère de l'Intérieur, un de nos gros clients c'est le ministère de l'Intérieur, il y a une énorme attente du ministère de l'Intérieur sur ces sujets-là, et nous on a d'énormes discussions avec la DLPAJ et les juristes au ministère de l'Intérieur qui vraiment, alors soit pour des raisons éthiques ou autres, même pour aussi des raisons politiques qui font très gaffe à ce que la CNIL regarde ou les médias, etc. Et donc on travaille énormément, c'est en train de devenir un sujet, on va dire, qui peut être intéressant en termes de business, parce que l'éthique est en train d'avoir un ROI qui commence à devenir intéressant. Mais c'est un investissement, et je vous dis, on a beaucoup de concurrents dans le domaine qui ne se posent pas ces questions-là, et du coup, ils développent plus vite, ils ont moins de coûts de développement, et parfois, c'est pas toujours facile à gérer, mais c'est la voie qu'on a décidé de prendre, parce qu'en France, on estime que on veut montrer l'exemple et que ça peut être un exemple au niveau européen. Et c'est intéressant parce qu'on a quelques contrats aux États-Unis, et les Américains, qui toujours dans leur pragmatisme, disent ah, tiens, ça c'est intéressant. Et au-delà du côté valeur, mais disent comment je peux valoriser ça. C'est-à-dire dans mon business model, quel ROI business je peux associer à l'éthique qui pourrait être un facteur différenciant pour gagner un appel d'offres, etc. Et donc c'est là où on voit qu'on se retrouve sur ces aspects-là. Mais voilà, l'éthique, c'est pas facile, ne serait-ce que pour sa définition. Et après, c'est comment on la met en œuvre. Et c'est là où nous, on discute beaucoup avec le législateur, où on se méfie de mettre le mot éthique dans un texte de loi ou dans de la réglementation. Parce qu'après, quand il faut derrière la définir, il y a 1 million de définitions, et c'est là où on commence à débattre plus qu'on agit derrière, quoi. L'éthique, c'est pas un concept juridique, c'est un concept moral, philosophique, mais c'est pas un concept juridique. Pour nous, les juristes, l'éthique, c'est la règle de droit, finalement, puisque les usages interdits dans l'AI Act, par exemple, définissent certaines des valeurs européennes qui correspondent au sens large, l'éthique européenne. Peut-être une dernière question sur laquelle qu'on n'a pas beaucoup encore développé, c'est le sujet de l'open source et de la cybersécurité. Comment on articule les deux? Quel est le positionnement? Les acteurs n'ont pas tous le même positionnement dessus, hein. Il y en a qui considèrent que l'open source, c'est un poison. Il y en a qui considèrent que l'open source, au contraire, c'est la seule manière de lutter contre des attaques cyber. Donc voilà, c'est une question ouverte pour tout le monde. Peut-être on commence par l'autre bout. Eric, si vous voulez. Oui, l'open source, je dirais, c'est un petit peu comme l'IA. C'est quelque chose qui amène de bons côtés, de mauvais côtés aussi. Je crois que ce qui me gêne le plus dans le discours de l'open source, c'est cet argument un petit peu trop facile qui est de dire, puisque c'est ouvert, on peut vérifier, donc quelqu'un a vérifié, donc ça va.
je suis peut-être pas devant la bonne audience, mais est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà revu un open source? Oui, bon, d'accord. Alors on a une personne. Mais voilà, on le fait très peu. Ceci dit, l'open source, ça permet aussi d'avoir beaucoup de contributeurs. On a pu parler de la nécessité de s'améliorer, d'être plus efficace, d'être en collaboration. Donc ça, c'est plutôt vertueux. Je ne pense pas qu'il faille en faire ni un cheval de bataille, ni un démon. L'open source, c'est un outil comme un autre. Dans le domaine de l'IA, je pense qu'il a une vertu qui va être un petit peu diminuée, parce que déjà, on trouve peu d'open source qui sont réellement relus. Maintenant, si vous amenez à un humain un modèle qui a été entraîné, le moteur d'IA est en open source, les paramètres du modèle sont connus de tous, vous en faites quoi? Donc je ne suis pas sûr que ce soit une réponse universelle, je ne suis pas sûr que ça vaille tant que ça le coup d'en faire un sujet. Il y a des modèles différents pour amener de la technologie, l'open source en est une, des choses plus commerciales avec de la protection de copyright, de propriété intellectuelle, c'en est une autre. Et c'est la richesse à la fois des technologies et des business models associés qui nous donneront une chance, si je reviens au thème de la journée, d'avoir les bons outils pour sans doute pas vivre en paix dans le cyberespace. Je suis convaincu qu'il restera un espace de conflictualité. C'est sans doute le seul invariant sur lequel je serai prêt à parier pour les 80 prochaines années. Mais en tout cas, ça nous donnera des outils pour y être en sécurité, parce que même si on est agressé, on aura les moyens de se défendre. Tout à fait. Je suis très d'accord avec cette idée de nécessité de différents modèles. Mais peut-être nous dire quel a été le choix de Google de ce point de vue-là. Yes. First, I think it's really important to separate out the risks you're concerned about. For instance, in the United States, their executive order contemplates open source risk largely for those really high-end national security risks related to these, I mentioned before, emergent capabilities. So people are concerned about open sourcing of models that might be able to help someone build a bomb or something like that. The current generation of models are not that advanced. And so those policy approaches they're not relevant today. Where we haven't seen any policy approaches is managing the current risks we see from open source. And so I think it is undeniable right now that open source models are being used to develop criminal capabilities to set up scam websites, write phishing email engines, potentially even write malicious software. They are being used for those purposes right now, and I think we need to be really clear-eyed about that, even as proprietary systems are being misused in similar ways as well. And so I think the community could collectively benefit from a more grounded discussion of the risks we're trying to avoid, and then have a conversation about what we can actually do about it. I think the vast majority of governance approaches I've seen, or I would, even more than that, I would say no governance approaches are effectively dealing with risk from open source models today. And in fact, some of them may be actually driving increased usage of open source software for malicious purposes. When you make it harder for organizations to access proprietary AI systems, they're going to gravitate towards open source, much in the way, for instance, in the US, we've put thresholds on how much compute is used to train models. That is now driving more innovation in smaller models. And so we need to realize that these things are inherently linked. Like Eric, I think we see a lot of value from open source in both driving an ecosystem of people who can evaluate the technology, push it into more productive directions,
But we do, again, need to understand that, that there is going to be malicious use in a way that I think is a little bit unique to large language models. I think because they are, you know, kind of general purpose or generally capable, it is hard for people releasing models to foresee what they can be used for in a way that just doesn't apply for open sourcing some logging framework. I mean, you know, a logging tool is going to be used for logging. I think in LLM, people cannot really envision what their products are going to be used for. And so I think we do need to have more of a conversation about responsible open sourcing while recognizing the value. I think there's a big difference, for instance, between just, you know, open sourcing a model, releasing the weights in, you know, on just like Drive or Dropbox, where you maybe cannot monitor who's downloaded it, who's used it, versus, you know, like a GitHub where there are more kind of transparency controls about how it's being used. So I think there are things we can do as we are open sourcing technology that can make it more responsible and can enable more risk mitigation. And I think the more quickly societies can get to that level of detail rather than just, you know, open source is bad, closed source is good, I think that'll be better for society. Thank you. Peut-être Adrien, ouais, aussi sur la définition aussi de l'open source. C'est quoi open source? Enfin, je crois que c'est Stanford hein, qui a fait une classification de l'open. Maintenant que le décor a été planté, et je répondrai à la question, mais je voudrais aussi donner juste 3 suggestions très concrètes en fonction de la typologie d'acteurs qui peuvent être dans la salle sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les utilisateurs de ces systèmes, si vous êtes des décideurs publics, la puissance publique, pour les personnes qui vont proposer des nouveaux textes de loi ou pour les personnes qui vont appliquer ces textes de loi. Je commencerai peut-être par la dernière. Les personnes qui font de l'enforcement dans le domaine des LLM et de GenAI ont notamment besoin de l'open source. Quand vous allez devoir contrôler comment fonctionne un système, vous allez vous-même devoir être équipé avec des outils. Comment peut-on contrôler un système qui est une black box avec les outils de ce même système? Vous êtes obligé de créer des outils alternatifs. Vous ne pouvez pas dépendre des outils de ceux que vous allez contrôler. Donc on comprend bien que, et ça a été très bien présenté, l'open source a des avantages et des inconvénients, mais indépendamment du fait qu'il est très difficile à définir, parce que l'open source dans le logiciel traditionnel n'est pas la même chose que dans l'IA, parce qu'on ne parle plus seulement de code logiciel, on parle maintenant des données, on parle des modèles, on parle des paramètres. Donc il y a toute une chaîne de valeur qui peut être ou pas ouverte. Mais je voulais juste donner un exemple très concret pour ceux qui vont enforce. They need open source tools because they cannot rely on proprietary tools that they're going to be controlled. Ça, c'est juste un exemple. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez présenté. La question, ce n'est pas de savoir si l'open source est bien ou pas bien. La question, c'est de savoir quelles sont les différentes stratégies de développement ou d'utilisation. Donc si dans la salle, il y a des personnes qui soit sont responsables de départements, de communes, de mairies, ou qui vont équiper peut-être aussi certaines des personnes qui travaillent dans leur organisation, dans leur entité, des fonctionnaires ou autres, avec ces outils, il y a la question de ligne directrice et de comment savoir utiliser ces outils de manière responsable. Et puisque la table ronde est aussi sur la cybersécurité, et comme il a été rappelé que le risque est souvent du point de vue de l'humain, il faut savoir aussi à quoi servent ces outils. On nous dit parfois ces outils servent à rien, ils ne répondent pas à la question que j'ai posée, mais peut-être qu'il faut savoir éduquer de plus en plus tout le monde sur à quoi ça sert, comment ça devrait être utilisé, et limiter aussi ces risques-là. Parce que si vous utilisez le résultat ou l'output de ces outils qui vont être utilisés par un fonctionnaire dans un agent conversationnel avec un administré, un citoyen, ça peut aussi avoir des impacts. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup d'organisations qui ont publié des guidelines. Vous regardez au Canada, au UK, il y a plein d'ONG aussi aux US et en Europe qui ont publié des guidelines. Et ça, je pense que c'est une vraie recommandation que je donnerais aux personnes dans la salle qui voudraient commencer aussi à outiller les personnes de leur service. Il ne faut pas les interdire, il faut partir des usages, voir en quoi ça répond aux usages et former pour justement avoir une stratégie, alors non pas seulement de développement d'un point de vue développeur, mais d'utilisation d'un point de vue de ceux qui vont les utiliser avec peut-être des citoyens et des administrés. Et du point de vue de ceux qui vont proposer des lois, je pense que ça a été de manière très intéressante illustré. Dans l'executive order, il y a effectivement, par exemple, la référence 8 fois au terme red teaming.
Alors le Red Team, dans cette assemblée, beaucoup de personnes savent ce que c'est, puisque ça a tout un historique qui s'est utilisé depuis des décennies dans des contextes de cybersécurité ou de warfare. C'est aujourd'hui particulièrement cité dans les différents textes de loi. Vous avez le processus du G7 d'Hiroshima qui parle de Red Teaming dans ses 11 principes, c'est le principe numéro 3. Vous avez dans l'Executive Order du président Biden 8 fois la référence au Red Teaming. Vous avez dans l'AI Act la référence au Red Teaming. Le Red Teaming, je simplifie pour aller plus vite pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de se mettre dans un environnement contrôlé, dans des situations où vous allez pouvoir attaquer les modèles de manière adversariale pour voir comment il réagit avant de le mettre sur le marché ou à disposition d'un plus grand public. Les processus de red teaming, ils sont indispensables. C'est ce qui va vous permettre, par exemple, de voir comment un agent conversationnel répond à certains prompts, à certaines requêtes. Est-ce qu'il va employer des termes offensants? Est-ce qu'il va faire des recommandations sur la construction de produits qui peuvent être compliqués? Vous allez devoir tester. Le souci qu'on a aujourd'hui avec le red teaming, c'est que tout le monde le brandit comme un nouveau mot, comme si ça va être la panacée. Et c'est là où je rejoins complètement ce que vous avez dit, et je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il faut arriver le plus vite possible au moment où on arrive à avoir une discussion sur quels sont les standards du red teaming. Dans les 8 occurrences du red teaming dans l'executive order, on ne sait pas ce qu'on doit red teamer. Quels sont les événements qu'on doit détecter? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces événements-là? Et une fois que vous avez fait le processus de red teaming, est-ce que vous devez publier les résultats? Parce que là aussi, c'est tout un enjeu d'accountability. Si vous publiez les résultats, vous fournissez de la surface pour le réapprentissage pour les attaquants, mais en même temps, vous n'êtes pas en train de renforcer, d'améliorer la compréhension que tous les ensembles d'acteurs de l'écosystème peuvent avoir. Donc le red teaming, c'est typiquement un enjeu qui va être, à mon avis, fondamental pour ces deux drapeaux-là, et de manière plus générale, pour créer des standards internationaux qui ne dépendent pas seulement de règles contraignantes régionales. L'AI Act, on aime ou on n'aime pas, mais c'est qu'une partie du globe. Derrière, quand vous avez le NIST qui va publier des standards, et en Europe, vous avez au niveau français l'AFNOR, le Sénélec au niveau européen, qui vont aussi développer des standards qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux du NIST, mais à la fin, on va parler de red teaming. Ça, le red teaming, c'est une question de safety plus que de sécurité, mais il y en a d'autres sur la sécurité, etc. Donc, puisqu'on parle d'AI et de cybersécurité, moi, ce dont je suis en train de parler, là, c'est quand demain, on va créer des nouvelles règles de droit contraignantes ou non contraignantes, il faut qu'il y ait tout le monde autour de la table, des personnes qui sont sur le terrain, qui expliquent qu'est-ce qu'on doit reporter, pour ensuite, lorsque c'est utilisé par les puissances publiques ou autres, par les utilisateurs privés ou publics, qu'on comprenne aussi quels sont les usages qui sont encadrés ou qui sont prévus par ces technologies, par ces outils plutôt, et en fait, comment on fait une stratégie de développement, de déploiement et d'usage qui est responsable, et j'aimais bien cette approche-là. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a besoin d'une compréhension commune et d'une alliance commune. J'aimerais peut-être répondre juste à ton dernier point sur le red teaming. Là, tu le présentes dans le contexte de l'IA et c'est effectivement un bon sujet. Mais en fait, c'est un problème qui se posait déjà dans le monde de la cybersécurité et du logiciel en général. Et ça rejoint aussi le point qu'on avait sur l'éthique. Il y a une bonne réponse à ça, c'est le red teaming éthique. Et je vais prendre l'anglicisme, le responsible disclosure. L'idée, c'est d'encadrer cette activité pour que quand on red team, quand on pentest, whatever, un système d'IA, il y a en place un processus qui soit contraint ou volontaire parce qu'il y a un intérêt, de dire je vais commencer par me tourner vers le développeur, je vais l'informer de façon confidentielle et secrète de ce que j'ai trouvé, lui donnant la capacité de boucher les trous. Et dans le logiciel, en fait, on a ce qu'on appelle les CVE, c'est-à-dire les vulnérabilités. Il y en a des quantités assez impressionnantes. La plupart, si ce n'est l'entièreté d'entre elles, correspondent aussi à des versions qui sont patchées. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. L'IA pose de nouveaux problèmes. Adaptons les réponses parce qu'on a déjà beaucoup d'outils, forts de décennies d'expérience de cyber, pour gérer d'une nouvelle façon, avec des méthodes anciennes, parce qu'éprouvées et efficaces, les problèmes qu'elles soulèvent.
Eh bien, il me reste à vous remercier tous les quatre pour la richesse de ces débats. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de prendre une question, parce que je crois qu'on attend une personne très importante. Mais Sébastien n'est pas là, c'est ça? Donc, en attendant, on a le droit de prendre une question. Oui, monsieur, bonjour. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, merci. La question que j'ai à poser est vraiment simple. Comment concevoir une globalité de la cybersécurité adaptée à l'IA, vu la différence de psychologie entre les attaquants et les défenseurs? On n'a pas la même psychologie lorsqu'on est... Qui vous dit qu'ils sont psychologiquement différents? Ils sont totalement différents, ils n'ont pas les mêmes modèles que nous. Vraiment pas. Ça dépend, les recrutements que vous faites, et il peut y avoir... Alors oui, je vous dis, oui, les valeurs qu'il y a derrière et la logique qu'il peut y avoir, mais moi c'est là où il y a des... Justement, dans la logique de red teaming, c'est là où on peut se driller sur certains aspects, et on peut s'en rapprocher quand même. Donc, enfin, on connaît des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui sont capables de voir la psychologie des gens qui peuvent nous attaquer, et on peut se tester. Mais c'est vrai qu'il y a une approche, et c'est vrai que sur le côté technologique, et on le voit à la fois dans l'IA et dans la cyber, c'est qu'on oublie souvent la notion des sciences humaines dans ces technologies-là, et l'approche psychologique en est une, hein, mais bon, je vais laisser les spécialistes parler de ce sujet. Je te rejoins sur le fait que le protecteur n'est pas si différent de l'attaquant. On a dans nos équipes cybersécurité, je comprends pourquoi vous n'êtes pas d'accord, mais laissez-moi tenter de vous convaincre. Dans nos équipes, on a des gens qui ont un tempérament protecteur et qui voient comment mettre des barrières, et qui n'auront pas, pardonnez-moi la formulation, un petit peu la perversité du contournement. Je vais prendre mon expérience personnelle. Pendant 5 ans, j'étais dans un labo sans fenêtre avec des cartes à puce. Et mon seul but dans la vie, c'était de lui faire sortir ses clés cryptographiques qu'elle n'avait pas. Je suis assez convaincu que j'avais la même détermination, la même perversité à essayer de lui faire ce qu'elle ne voulait pas qu'un attaquant du mauvais côté de la barrière. La seule différence était la finalité et le cadre que je me mettais. Et je pense que dans beaucoup d'entreprises de cybersécurité, on doit avoir dans notre sourcing des ressources humaines ce soin de prendre des gens qui ont un tempérament protecteur qui est très utile pour construire, et ce côté attaquant, on va dire, pour la bonne cause. Et après, une fois qu'on a dit ça de façon générale pour la cybersécurité, je ne pense pas que ce principe s'applique de façon très différente à l'IA, encore une fois, avec des méthodes qui seront différentes, mais avec des mécanismes humains et émotionnels qui seront les mêmes. En fait, oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. Par exemple, lorsque j'effectue des missions en tant qu'RSSI de transition pour différentes compagnies, je me rends compte qu'on se doit de respecter la loi. On n'a pas les mêmes possibilités en gouvernance opérationnelle et organisationnelle de pouvoir contrer véritablement les attaques. Pourquoi? Parce que les produits ne sont pas adaptés véritablement. On le voit pour les IA génératives développées à l'heure actuelle. Ce qui m'intrigue, moi, c'est comment je fais, moi, en tant qu'RSSI, pour être à la fois dans la conformité, donc dans le respect de l'éthique et de la conformité légale, et à la fois de pouvoir bien protéger l'organisation qui fait appel à mes services. Il y a ça aussi. Alors, je crois que là, vous touchez à un point qui est la façon dont on aborde la conformité. Oui. Ce qui est très important, c'est que les personnes qui soient en charge de la régulation, des normes, des processus, que ce soit d'accréditation, de certification, gardent bien en tête que la conformité doit rester un byproduct. C'est-à-dire, la cible numéro 1, ça reste de sécuriser le système. Et à un moment donné, on vit dans un monde où la confiance n'est pas complètement transitive. Donc, il faut bien apporter une preuve. Mais le processus de preuve doit être quelque chose de léger et qui vient par-dessus et qui ne doit pas remplacer la priorité. Donc je pense que c'est une responsabilité commune au RSSI, qu'il soit de transition ou pas, oui, de garder
en tête que sa mission première n'est pas d'être certifié ISO 27001 ou whatever, mais bel et bien de protéger son système. Et toutes les personnes qui rédigent des standards ou qui tournent des processus d'accréditation, auditeurs compris, doivent garder ça en tête pour que cette double mécanique soit vertueuse, alors qu'elle peut très rapidement tomber dans un cercle vicieux. Très bien, merci. Une toute petite question, s'il vous plaît, parce que je crois que sinon je vais être vraiment grondée par Sébastien. Thierry Bettini, directeur conseil de la société Semkel. On a beaucoup parlé en expert. C'est normal, le monde de la cybersécurité appelle ce genre de choses. On a parlé d'IA aujourd'hui, considérant que c'était une menace ou peut-être un moyen de se protéger contre la menace. Et moi, je voudrais vous poser la question de l'humain. L'intelligence artificielle, c'est une chose, mais au final, il y a toujours un destinataire, c'est toujours l'humain. Et je voudrais prendre un parallèle avec le monde de l'automobile. Au début du siècle dernier, c'était le Far West. On a construit des infrastructures routières, on a construit un code de la route, on a forcé les usagers à passer un diplôme pour avoir le droit de conduire. À quand le diplôme pour avoir le droit d'utiliser le numérique? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable ou pas? Alors, je ne serais pas favorable, à un diplôme pour avoir le droit d'utiliser le numérique. En revanche, je crois que l'État a un rôle essentiel dans la formation, dans la diffusion du message, c'est-à-dire la formation initiale. Dès l'enfance, on doit s'emparer du numérique, on doit comprendre l'utilisation, on doit développer cet esprit critique qui nous permettra d'être confronté à l'intelligence artificielle dès l'enfance. Et l'État a un rôle à jouer aujourd'hui dans la formation tout au long de la vie, dans l'acculturation de l'ensemble de la société sur les technologies d'intelligence artificielle. Donc voilà, je serais beaucoup plus favorable à un effort de formation, d'implémentation sociale de l'intelligence artificielle que de diplôme pour utiliser l'intelligence artificielle. En tout cas, merci pour... Et en 30 secondes, en complément de ça, déjà l'humain, il a peur de ce qu'il ne connaît pas. Et donc là, c'est vrai que ça va à une telle vitesse que c'est normal qu'il y ait une vision un peu anxiogène de cette technologie parce qu'on ne la maîtrise pas. Et surtout, ce qu'on disait tout à l'heure, le ticket intellectuel pour comprendre comment ça fonctionne est de plus en plus élevé. Et à côté de mes fonctions, j'ai le plaisir d'enseigner dans différentes écoles. Et j'avais encore un cours hier soir à Sciences Po sur... C'était nouvelles technologies et sécurité publique, donc en plein sur certaines problématiques. Et donc j'avais une trentaine d'étudiants, donc plutôt aux sciences humaines. Et je leur disais, mais lesquels utilisent aujourd'hui vraiment tous les jours ChatGPT? Et c'était 10%. Alors que c'est quand même une génération qui est théoriquement tout technologique, mais ils ont un usage très basique de la technologie. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème, ils savent les utiliser. Mais dès qu'il faut commencer à mettre, vous avez tous un peu utilisé, en fait c'est de l'intelligence humaine. Si vous voulez avoir une bonne réponse de ChatGPT, il faut mettre un bon prompt. Donc en fait, il faut se poser les bonnes questions. Donc il faut savoir comment, pour poser une bonne question, comment la technologie interprète votre... Et ça, vous avez perdu 90% d'une génération qui est censée être geek, mais comme il faut mettre de l'intelligence humaine pour utiliser cette intelligence artificielle, c'est crevant, quoi. Du coup, ils reviennent à des basiques, et je leur dis, mais vous êtes bêtes, parce qu'en fait, le devoir que je vous ai demandé, au lieu de le faire en 4 heures, vous l'aurez fait en 10 minutes. Mais juste pose-toi les bonnes questions. Mais voilà, vous voyez, on perd 90% des gens quand on leur demande de se poser les bonnes questions. Mais c'est... ce sujet de la formation, c'est vraiment un sujet... De tous les rapports que je vois tomber, cette question de la formation partout dans le monde est un sujet essentiel, notamment le dernier qui est sorti au Québec là, il y a quelques jours. On voit que vraiment, on doit tous faire un effort de formation. Je ne sais plus quel rapport c'était. On a eu un rapport au niveau français, un autre au niveau européen, sur l'intégration de l'intelligence artificielle des entreprises. C'est entre 5 et 7% des entreprises. Je veux dire, on a encore tout à faire sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une promesse encore. Il nous appartient de la saisir, cette promesse, de manière éthique, en effet, mais il nous appartient de la saisir. Parce qu'en effet, on attend de l'IA un gain de productivité et de compétitivité important. Mais voilà, il faut acculturer les gens, il faut que les gens aient envie de se saisir de l'intelligence artificielle. On ne forcera pas les entreprises à s'en saisir, mais il faut que l'État, fortement, par sa politique, incite
à cette intégration entrepreneuriale de l'intelligence artificielle, parce que dans quelques années, il y aura les entreprises qui s'en seront saisies, et puis celles qui sont restées sur le côté. Voilà, donc l'importance de tout ça. Je suis obligée de mettre fin, si vous le voulez bien, à cette table ronde. Je vous remercie. Merci pour vos questions. Merci bien sûr aux intervenants pour la richesse des interventions, la qualité des échanges. Et puis, je crois qu'on attend quelqu'un d'important et qu'il faut qu'on se mette tous dans la salle. Je voulais donc vous demander d'accueillir Madame l'ambassadrice. Chère Madame, je vous en prie. Merci, merci à vous d'être parmi nous. I will switch to English or to American now. Thank you for being with us today and for taking the time to come to Deauville. We had a morning of working panels, and now it's my great honor to welcome you for the closing remarks on the pupitre. Thank you very much. Here, the floor is yours. Mesdames et messieurs, chers invités d'honneur, bonjour à toutes et à tous. It is my great pleasure to be here with you today. I would like to express my appreciation to the City of Deauville, as well as government and business leaders from across Normandy, for participating in these important discussions on cybersecurity and for contributing directly to our transatlantic security partnership. The ties between the United States and France are historic and deep, and nowhere in France are they more evident than here in Normandy, where this June we will commemorate the 80th anniversary of the D-Day landings. Throughout this year, I will visit sites across France to honor those who fought to liberate France and defend democracy, as well as to celebrate the enduring partnership and friendship that our countries have forged over the last 2.5 centuries. In the wake of World War II, it was clear that the United States' prosperity and security, and that of France and our European allies, were indelibly linked. We recognized then, as we do now, that the strength of our alliance does not rest on military might alone, but on the power of our ideas and the effectiveness of our democratic institutions to meet the needs and aspirations of our citizens. Our shared history is the basis of our modern ties, and our shared values render us natural partners for confronting today's greatest challenges. As we meet today, there is again war in Europe and in Europe's neighborhood. From Ukraine and the Southern Caucasus to Israel and Gaza, Yemen and the Sudan, France, the United States, and our international partners continue to advocate together in the global arena for a peaceful resolution to the conflict that threatens our security and result in human suffering. Our enduring cooperation based on shared values reminds us of the indispensable relationship that France and the United States share. Our presence here today highlights that our partnership extends to the cyber domain as technology advancements bring new opportunities and challenges. Robust cybersecurity is now an essential need in our personal lives, and our businesses depend on it to function, and governments are in a constant battle to protect citizens and institutions using best-in-class tools provided by our private sector. France and the United States have an opportunity to deepen our partnership and defense capabilities by working together on the future of cybersecurity. I'm hopeful that with conversations like the ones we are having today, we can sponsor and inspire that kind of cooperation within local governments and businesses.
And of course, I'm excited to see French companies partnering with American technology firms to create and promote businesses and reach customers around the world. Investments by U.S. tech firms spur innovation and create jobs in France, which strengthen the French economy. Likewise, French investment in the United States bolsters our economy. We take great pride in the fact that the level of French foreign direct investment in the United States economy moved from being the 6th to become the 5th largest source in 2023. As you scale up, the United States welcomes your investment, and my team in Paris stands ready to assist companies that are ready to invest and expand in America. I wish you great success as you create, innovate, and build partnerships. Our collective success depends on it. Thank you all for being here today. Merci à toutes et à tous.